Bonsoir Eric Darche. Salut Jinkyo. Ce soir, tu vas nous faire une petite vidéo assez courte pour nous mettre en garde pour savoir si les jeux vidéo ont une influence sur le comportement des jeunes notamment, mais le comportement en général. D'accord. Alors merci. Très souvent, on entend dire que les jeux vidéo permettent de purger la violence des jeunes, que les jeux vidéo, ça n'a pas d'incidence, que c'est surtout évidemment ceux qui font la promotion des jeux vidéo, soit ceux qui fabriquent ces jeux vidéo, soit les gens qui les vendent. Ils ont un discours assez lissé, comme quoi on n'a pas à s'inquiéter. Pourtant, certaines personnes font le lien entre l'usage des vidéos et l'agressivité des jeunes, mais en fait, jusqu'à présent, il n'y avait pas de preuves scientifiques. Alors aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, il y a quelques années quand même, il y a une dizaine d'années au moins, il y a des travaux qui ont été réalisés, qui ont permis d'avoir une idée beaucoup plus claire de ce qui se passe. Ça a été simple, hein, on a mis des scanners, des sondes au niveau du cerveau, et pendant qu'un jeune était en train de jouer aux jeux vidéo, eh bien, ça a permis de voir les aires du cerveau qui étaient sollicitées, celles qui n'étaient pas sollicitées, et puis les modifications biochimiques, neurochimiques. Et donc aujourd'hui, la réponse est incontournable, hein. On ne peut plus, c'est un travail scientifique qui a été fait, on ne peut plus remettre en cause l'incidence néfaste des jeux vidéo. Alors quand je dis incidence néfaste, évidemment qu'on ne peut pas généraliser. Il y a des jeux vidéo qui sont anodins. Moi, je parle des jeux de vidéo d'un certain thème, c'est-à-dire ceux qui prônent la violence. On a de plus en plus des jeux de vidéo où la personne qui joue est dans la peau d'un militaire ou est dans la peau d'un repris de justice et va tuer, etc. Et c'est de ces jeux-là que je parle, hein. C'est pas forcément un jeu de karaté ou encore, bon, ça dépend comment il est configuré. Mais il s'agit bien d'une certaine catégorie de jeux et il ne s'agit pas non plus de diaboliser Zelda, les quoi. jeux vidéo. Comment? À Zelda, quoi. Voilà. Alors, pour commencer, en préambule, il faut savoir une chose, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une situation virtuelle ou une situation réelle en termes de sécrétion biochimique hormonale. Je vais m'expliquer. Si un militaire se retrouve dans une situation, un militaire ou n'importe qui, une situation où il est obligé de rentrer dans une violence, enfin de se défendre, et donc de rentrer dans un conflit physique, il va y avoir réellement une modification au niveau neurochimique, et puis des sécrétions biochimiques, il va y avoir des aires du cerveau qui vont être plus sollicitées que d'autres, et ça correspond à la réalité que vit la personne, mais en temps réel. Il faut savoir aussi qu'un jeune qui, lui, est dans la peau d'un acteur, en fait, puisqu'il s'agit d'un acteur qui est sur son écran, et bon, c'est un acteur où il prend la... C'est pas un acteur qui suit un scénario qui a été préétabli, et l'acteur, en fait, c'est les joueurs. C'est ça qui est important, hein. L'acteur, c'est les joueurs. Et quand on est le joueur, on rentre dans la peau émotionnellement de la personne qui se bat ou qui tue. Et là, on a les mêmes sécrétions hormonales, on a les mêmes bouleversements neurochimiques et on a les mêmes aires du cerveau qui sont sollicitées et d'autres qui sont inhibées que un militaire dans une situation réelle. Voilà. Donc, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation virtuelle ou réelle en termes de sécrétion biochimique et hormonale. Ça, c'est vraiment la première des choses à dire avant même de rentrer dans les détails, parce que ceux qui disent que les jeux vidéo purgent la violence des jeunes, en réalité, elle ne la purge pas, elle ne fait que l'accroître, puisque lorsqu'un jeune joue à ces jeux vidéo, il crée des connexions. Il faut savoir que chaque fois qu'on fait une chose pour la première fois, il y a des connexions qui se font sur le plan neurochimique et sur le plan
euh, euh, sur le plan neurochimique, mais surtout sur le plan physique, c'est-à-dire qu'il y a des hormones, les neurones qui créent des synapses, qui créent des liens entre eux et qui permettent de créer ce qu'on appelle une autoroute neuronale qui va pas faciliter l'accès à cette situation. Par exemple, quelqu'un qui joue pour la première fois du cerveau, ou oh là là, qu'est-ce que j'ai dit? La personne qui joue pour la première fois d'un instrument de musique va créer des connexions qui sont nouvelles et qui va lui permettre de jouer régulièrement de cet instrument de musique. Eh bien, pour l'aider, le cerveau crée des connexions qui vont s'amplifier plus elle jouera et qui lui faciliteront l'accès à la partie du cerveau qui est nécessaire pour jouer d'un instrument de musique. Et c'est ainsi que se constituent les autoroutes neuronales. C'est-à-dire qu'il y a tout un câblage neuronal qui permet un accès rapide à une partie du cerveau. Eh bien, Privilégié. Comment? Un accès privilégié, on peut même dire. Exactement, exactement. Par exemple, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais donner un exemple. À l'époque où les GPS n'existaient pas, les chauffeurs de taxi londoniens, ils avaient tellement d'adresses à mémoriser que je crois que c'est l'hippocampe, la partie du cerveau qui est stimulée pour mémoriser des très grandes quantités d'informations. Eh bien, cet hippocampe grossissait de plusieurs centaines de pourcents, jusqu'à 500-600%, au point que quand on passait la main sur le crâne d'un chauffeur de taxi qui s'était donc entraîné à mémoriser des milliers d'adresses, eh bien, on sentait une zone comme une boursouflure, mais ce n'était pas une tumeur, hein, c'était la zone du cerveau à cet endroit-là qui avait énormément grossi. Il n'y avait rien de pathologique, c'était normal. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que quand ces chauffeurs de taxi abandonnaient leur métier et stimulaient beaucoup moins cette partie du cerveau, eh bien, cette partie qui s'était amplifiée, qui avait pris du volume, eh bien, les tissus régressaient puisqu'ils n'étaient plus sollicités. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le cerveau est doté d'une plasticité, d'une capacité à créer des nouveaux tissus, des nouvelles connexions pour faire face aux nouvelles stimulations neurochimiques. Et il faut savoir que, contrairement à ce qu'on disait avant, qu'on avait un capital de neurones, un certain capital de neurones qui avait tendance à régresser jusqu'à la fin de nos jours, eh bien, les dernières recherches qui remontent quand même à quelques décennies ont prouvé le contraire et que le cerveau est capable de fabriquer des nouveaux neurones jusqu'à notre dernier instant. Il y a des pouponnières à neurones qui fabriquent des neurones, même à un âge très avancé, plus de 100 ans, à une seule condition, c'est qu'on suive une hygiène de vie correcte, que ce soit émotionnelle ou nutritionnelle. Autrement, évidemment, que ce processus ne se déroule pas chez tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est très important qu'il y ait ce préambule pour expliquer que grâce à la plasticité, notre cerveau a une capacité à créer de nouveaux tissus, de nouvelles connexions en fonction de ce qu'il vit sur le plan émotionnel. Et ce qu'il vit sur le plan émotionnel, que ça soit réel ou fictif, peu importe, pour le cerveau, tout est réel. Alors, il faut savoir que quand un jeune joue avec un jeu violent, il y a une activation de la zone cognitive qui est dédiée à la réflexion, qui gère la motricité et la stratégie, et surtout une inhibition des zones liées aux émotions. On voit en fait que lorsqu'un jeune va s'adonner pendant plusieurs heures à un jeu de vidéo violent, les aires qui correspondent aux émotions, qui correspondent à l'empathie, vont être inhibées, et c'est plutôt l'aire de la peur et l'aire de l'action, les aires qui stimulent l'action, l'activité, qui vont être favorisées. Donc, on s'aperçoit donc qu'il y a une inhibition des zones liées aux émotions comme le cortex singulaire antérieur. C'est une structure qui permet d'abriter entre réflexion et émotion, ou le complexe amygdalien qui déclenche la sensation de peur.
Ensuite, on s'est aperçu que le cerveau du joueur est entièrement concentré vers le résultat du jeu, tandis qu'il s'efforce de tuer le plus d'ennemis possible. La zone du cerveau correspondant à la compassion, c'est ce que j'ai dit, et la peur se trouve alors inhibée. On peut donc penser que le cerveau apprend à devenir imperméable aux sentiments. Donc c'est pas rien. Et un jeune qui passerait des heures et des heures à jouer à des jeux violents, eh bien il formaterait son cerveau d'une certaine manière. Ensuite, les jeunes qui s'adonnent aux jeux de tir, de vidéos de tir subjectif, ne deviendront pas tous violents, mais chez les adolescents qui ont déjà tendance à être agressifs, les combats virtuels risquent d'exacerber ce type de comportement. Bien sûr qu'il n'est pas question de dire que tous les jeunes qui vont jouer à ces jeux violents vont devenir forcément violents ou agresser autrui. Mais très souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup de jeunes qui ont eu des moments de folie, par exemple les jeunes qui ont tué des dizaines de camarades dans des lycées, eh bien très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, c'était des jeunes qui s'adonnaient à des jeux vidéo violents. En fait, ce qui va faire la différence entre deux jeunes qui, tous les deux, jouent régulièrement à des jeux violents, c'est le milieu familial, c'est le contexte dans lequel ils sont en relation. Alors si déjà ils ont des conflits avec les parents, des conflits avec les responsables d'école ou les professeurs, évidemment ça peut mettre le feu aux poudres. Donc évidemment que le contexte est déterminant. Et puis aussi, quand je parle de contexte, il y a aussi l'alimentation. On sait qu'il y a une alimentation de piètre qualité qui déséquilibre le cerveau, telle l'alimentation des fast-foods. Donc évidemment que si on mange bio, si on est dans un contexte familial équilibré, chaleureux, et que de temps en temps on joue avec des films violents, on ne prend pas exactement les mêmes risques qu'un jeune qui mange mal, qui se dispute avec ses parents, qui est en conflit relationnel avec ses professeurs et qui en plus de ça joue. Le contexte évidemment y fait, mais de manière factuelle, on sait qu'un jeune qui joue régulièrement avec des jeux vidéo violents va formater et privilégier certaines zones de son cerveau, et les jeunes qui privilégient, c'est plutôt l'action et la peur, et au détriment de l'empathie, de la réflexion et des émotions qui sont favorables à son épanouissement. En ce qui concerne d'autres jeux, par exemple les jeux où l'on roule à très vive allure, dont les jeunes sont très friands, eh bien, il y a certaines études qui démontrent que, à force de jouer à ces jeux-là, les jeunes qui s'adonnent à ce genre de pratique auraient tendance, dans la vie réelle, à rouler vite parce que c'est comme s'ils s'étaient entraînés. D'ailleurs, lorsque un pilote d'avion doit s'entraîner, on le met dans une cabine fictive où il se retrouve comme un simulateur. Eh bien, le fait de rouler très vite avec des vidéos et puis ensuite rouler réellement avec sa voiture, c'est un entraînement neurologique qui peut encourager évidemment à rechercher les émotions que l'on a créées lorsqu'on jouait à des jeux de vidéo où on roulait vite, et on sécrète entre autres certaines hormones du plaisir comme la dopamine, et cette dopamine peut être recherchée de nouveau dans une conduite réelle. Donc ces jeux, évidemment qu'on ne va pas les mettre au même niveau que les jeux violents, mais ils ne sont pas donnés. À partir du moment où on exerce une influence sur le cerveau et qu'on l'exerce à se trouver dans une situation particulière, à l'entraîner à être dans une situation particulière, eh bien, chaque fois que l'on est dans cette situation particulière, qu'elle soit fictive ou réelle, on aura le même fonctionnement neuronal et neurologique. D'autres travaux relatés par la revue Science Avenir concluent de manière identique que par rapport à toutes les données scientifiques. Et par exemple, John Murray de l'Université de Kansas aux États-Unis a observé en IRM que les images violentes provoquent chez les jeunes de 9 à 13 ans l'activation d'un réseau cérébral impliqué dans le réflexe de peur, ainsi que du cortex moteur qui prépare à la riposte.
Et selon le chercheur de l'Université de Michigan, les jeux vidéo violents entraînent aussi chez les sujets de 18 à 26 ans une dichotomie, c'est-à-dire une division entre émotion et réflexion, ce qui désensibilise le joueur. Par exemple, il y a un autre chercheur qui s'appelle Bruce Bartolo de l'Université de Missouri Columbia qui a analysé l'électroencéphalogramme de différents joueurs et les émissions d'ondes cérébrales P300 qui accompagnent normalement les réactions d'aversion des individus face aux scènes agressives, c'est-à-dire qui les encouragent à ne pas continuer, à ne pas prendre plaisir, tendent à diminuer chez les amateurs des jeux violents. Tous les systèmes qui favorisent une alerte, qui sont prêts à encourager le joueur à ne pas se laisser aller à de la violence, eh bien, sont inhibés, telles que ces ondes cérébrales qui contribuent à favoriser des réactions d'aversion face aux scènes agressives. Elles sont inhibées au détriment de la volonté de continuer et même du plaisir à jouer à ces jeux violents. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'alimentation, si on mange mal et qu'en plus de ça, on joue à des jeux vidéo, on va avoir une mauvaise nourriture sur le plan spirituel, puisque les jeux vidéo, c'est un peu une nourriture de l'esprit. Et si en plus de ça, la nourriture physique est altérée, telle que l'alimentation fast-food, alors là, c'est une bombe à retardement, parce qu'on a tous les ingrédients pour déséquilibrer le fonctionnement neurologique. Et après, il ne faudra pas s'étonner que les jeunes passent très vite à l'action et à l'agression dans des situations réelles. Ensuite, il y a Christopher Kelly de l'Université de Columbie à New York qui démontre que l'exposition répétée à la violence virtuelle diminue le contrôle cérébral des comportements agressifs. Ce qui est intéressant, c'est que plus on joue à ces jeux et plus ensuite, lorsque le joueur se retrouve dans des situations réelles où la violence lui est proposée en termes de réponse, il va y rentrer très facilement parce que justement, il s'y est entraîné virtuellement, mais virtuellement, biochimiquement, ce n'est pas virtuel, hein, c'est réel. Alors, de toutes ces informations, de toutes ces déclarations des chercheurs qui se sont intéressés aux jeux violents et leurs conséquences sur le plan neurologique, eh bien, on aboutit à cette conclusion que l'argument souvent mis en avant pour défendre et promouvoir les films violents dont l'intérêt serait de purger les pulsions agressives semble avoir vécu, car en fait, c'est exactement le contraire. On ne purge pas, au contraire, on entraîne le cerveau à se retrouver dans des situations plus facilement dans des situations de violence. Et exactement comme je disais tout à l'heure, avec les simulateurs de vol pour les pilotes qui apprennent à avoir des réflexes particuliers parce qu'ils s'entraînent virtuellement. Et quand ils pilotent vraiment les avions, tout ce conditionnement neurochimique va fonctionner, va leur être utile. Mais pour le jeune qui joue à des jeux violents, c'est la même chose. Alors, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Alors, au vu de tous ces travaux de recherche éminemment sérieux, ignorer le lien qui existe entre la violence virtuelle et la violence réelle, sous prétexte de défoulement et de divertissement, eh bien, d'après ces travaux, on peut penser que ce n'est pas le cas et que, comme je viens de le dire, c'est plutôt une sorte d'entraînement que le jeune fait, même de manière ludique, mais il s'entraîne à la violence. Alors, par contre, est-ce que pour autant, il faut diaboliser tous les jeux, par exemple les jeux de karaté, les jeux de sport, etc., sauf si, évidemment, il y a énormément de violence où, sous prétexte de karaté, on va déglinguer, tuer l'adversaire. Mais je suppose qu'il y a des jeux qui sont plus équilibrés. Et ces jeux, lorsqu'ils sont accompagnés d'une certaine philosophie, d'une certaine éthique et le respect de l'autre,
eh bien, ne pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est quand c'est une violence débridée, dénuée de toute morale. Alors là, oui, ça pose un problème. Et c'est ce que proposent beaucoup de jeux de vidéo. Voilà. Il faut savoir aussi une chose qui est très importante à retenir, c'est que le cerveau d'un jeune n'est mature que vers aux alentours de 20-25 ans. Même jusqu'à 25 ans, il y a encore des connexions qui n'ont pas fini d'être totalement matures, terminées. Donc, plus on entraîne un jeune à ce jeu de violence, à ces jeux de violence, alors que son cerveau n'est pas mature, plus évidemment, c'est une phase importante puisque c'est une phase d'apprentissage, mais c'est aussi une phase où le jeune ne bénéficie pas de tout son potentiel. On sait qu'il y a une zone, c'est le lobe préfrontal qui se trouve donc ici, au niveau du front, qui sert à la réflexion, qui sert à réfléchir, à analyser une situation. Un jeune, surtout un adolescent, cette partie-là n'est pas complètement achevée en termes de connexion. Ce qui se passe, c'est que, alors il y a un chercheur qui s'appelle James Borg, qui a fait jouer 20 adolescents et 20 adultes à des jeux d'argent où il y avait des possibilités de gains et des risques importants. C'est-à-dire on pouvait gagner beaucoup et perdre beaucoup. Lorsque les adultes jouaient à ces jeux-là, en cas de risque modéré, les adultes activent une zone du contexte frontal importante durant leur prise de décision, qui va leur aider à réfléchir et à analyser le risque, ce qui leur permet d'évaluer les possibilités de gain et les risques encourus. Par contre, l'adolescent, n'ayant pas fini d'achever complètement cette zone-là, eh bien, il n'active rien du tout, et le risque potentiel doit être très élevé, comme celui de tout perdre, pour que son cerveau commence enfin activer cette zone et lui envoyer des signaux d'alerte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un adolescent n'a pas la même capacité, ni expérimentalement, ni sur le plan des connexions neurochimiques, pour analyser une situation à risque. C'est pour ça que les jeunes ont tendance à prendre des risques certaines fois insensés, comme le fait, par exemple, j'ai vu des vidéos où des jeunes essayent de passer d'un immeuble à un autre immeuble, ils marchent le long de la crête de l'immeuble au risque de tomber à chaque instant, et ils font des vidéos qui font des millions de vues. Sauf que les jeunes qui ensuite s'écrasent, on ne les voit pas, ces vidéos. Et on en trouve pas mal de vidéos comme ça. Et en fait, pour aller frôler la mort et trouver du plaisir, c'est parce que ces jeunes-là n'ont pas toute la capacité sur le plan neurologique, neurochimique, puisque certaines connexions ne sont pas faites, pour analyser le danger. Bien sûr qu'ils sentent qu'il y a un danger, mais ils ne l'ont pas conscientisé comme un adulte le conscientiserait, parce que l'adulte va extrapoler. C'est-à-dire, il va se dire, qu'est-ce qui va se passer si je tombe, etc. Alors que le jeune, il ne va pas faire ce travail. Évidemment qu'il va s'arrêter au bord, il ne va pas non plus franchir le bord délibérément, parce que là, ça voudrait dire qu'il est devenu fou. Mais le fait d'aller s'amuser à marcher le long et à quelques centimètres, et des fois il y a plusieurs centaines de mètres, parce que des fois c'est des buildings, et des fois il a plu et c'est glissant, c'est vraiment un risque énorme qui est pris par le jeune, et puis il y en a qui se retrouvent soit morts, soit handicapés à vie. Voilà, et ça s'explique entre autres par le fait que certaines zones du cerveau ne sont pas encore complètement terminées en termes de connexion. Et puis, il y a aussi peut-être d'autres ingrédients. Il y a les vidéos, la mauvaise nourriture, et puis il y a une sorte d'émulation entre les jeunes grâce aux réseaux sociaux pour essayer de briller parmi les leurs. Voilà. L'ego aussi a son rôle à jouer dans cette prise de risque. Voilà, donc l'adolescence est la période de maturation du circuit cérébral de la motivation et de la récompense, ce qui se traduit par la recherche de sensations fortes et de prise de risque, explique le docteur Michel Reynaud.
Dans cette recherche d'expérience forte, les drogues, l'alcool sont souvent au rendez-vous. Alors, si vous rajoutez les drogues, l'alcool et une mauvaise nourriture, plus des vidéos à risque, évidemment que ensuite tout devient possible. En tout cas, cette vidéo n'était pas pour critiquer les jeunes, pour critiquer les jeux vidéo sans nuance, c'est pour, au contraire, encourager à la réflexion, encourager à une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire on peut de temps en temps s'adonner à ce genre de jeu, mais on peut les choisir aussi. On n'est pas obligé de choisir ceux qui sont les plus violents. Et ceux qui sont violents, eh bien, le fait de les pratiquer régulièrement eh bien, n'est pas anodin. Un jeune qui fume du cannabis, qui mange mal et qui est dans un contexte conflictuel avec ses parents et qui en plus de ça joue à ces jeux-là, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, eh bien, favorisera un manque de maîtrise au moment où il devra prendre des décisions ou bien lorsqu'il sera en tension, au lieu que ça se termine juste par tu m'embêtes ou tu m'énerves, ça finira par un coup de poing ou une agression, un coup de couteau. Et puis, voilà pourquoi, des fois, pour des PKJ, on se retrouve soit à la morgue, soit à l'hôpital, soit devant les tribunaux. Donc, je ne suis pas en train de faire un portrait et de diaboliser ni les jeunes, ni les jeux vidéo violents, mais c'est juste une mise en garde pour que tout se passe le mieux possible. Et puis, on dit qu'un homme averti en vaut deux, donc ça vaut le coup de s'intéresser à ces recherches scientifiques. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jiggio, et si tu as des choses à me dire. Ah ben, je dirais qu'en tant qu'ancien utilisateur invétéré des jeux vidéo, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que c'est pas mauvais en soi, mais ce qui compte, c'est l'équilibre affectif autour et puis de faire la part des choses, parce que ça, tu l'as dans le cortex préfrontal, là, faire la différence entre le virtuel et le réel, le risque virtuel, le risque réel, ça, la console, le monde virtuel est censé nous aider à ça, mais on peut devenir addict à ces sensations. Et puis les jeunes n'existent qu'à travers ça, ils ont leur level, ils ont progressé, tu parlais de réseaux sociaux, voilà, il y a c'est tout un contexte social qui est très pernicieux, hein, ça, on est d'accord. C'est de la tentation, c'est comme de dire c'est pas bien de fumer, mais bon, on fait tout pour faciliter l'accès, quoi. Et cette mise en garde, elle devrait être vraiment entendue. Parce que, par exemple, ce matin, j'ai lu une information comme quoi Facebook est en train de faire. D'ailleurs, il va changer de nom ou il va avoir un nom. Ouais, Ouais, tu tiens au courant. Parce que Facebook va rentrer de plus en plus dans le monde virtuel. C'est-à-dire que dans quelques années, sans doute moins de 10 ans, eh bien, chacun, on appelle ça un avatar, c'est-à-dire un double de soi-même qui pourra évoluer euh, et qui pourra, en plus de ça, rentrer en connexion avec d'autres personnes, avec un monde virtuel. Ce monde-là, si les protagonistes ne sont pas ancrés dans la matière, c'est un monde qui va encourager certains à aller dans un monde soit de folie, soit de déconnexion totale de la réalité. Déjà, la déconnexion de la réalité, on l'encourage par le fait de fumer, le fait de s'adonner à des jeux du matin au soir. Mais si en plus de ça, ce monde virtuel qui va être de plus en plus présent va se développer, je ne sais pas du tout vers quelle humanité on va. Ça éveille des craintes. Et d'autre part, on a des sociétés comme Facebook ou comme d'autres sociétés, peut-être Google ou autres, qui réellement sont en train de créer ce monde virtuel, ce monde cyborg et ce monde complètement déshumanisé. Donc, on n'est plus dans des élucubrations d'intellectuels qui ont perdu un certain sens de la réalité. On est dans la réalité que chacun de nous va vivre et je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est incroyable le monde qui est en train de se préparer. C'est pour ça que l'hygiénisme et la naturopathie qui encouragent à revenir sur des fondamentaux, à revenir sur l'équilibre émotionnel, à être en contact avec la nature, ça va être de plus en plus une nécessité parce que j'ai vu d'ailleurs
des jeunes s'ouvrir le crâne et mettre des antennes et mettre des extensions de leur cerveau avec des processus, comment on appelle ça, de la technologie qu'on trouve normalement dans les ordinateurs ou dans les télés. Eh bien, ils se les mettent dans le crâne. Donc, c'est juste démentiel. Bon, on va arrêter là parce que je ne voulais pas non plus dériver trop là-dessus, mais ça fait un tout quand même, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, le monde évolue. Ça ne durera pas tous les infos comme dit. Involue. Je sais pas, je dirais pas évolue, involue. Je ne sais pas si on dit involue, mais en tout cas, je ne vois pas qu'il évolue dans le bon sens. Hein. C'est toute la problématique du transhumanisme. C'est trop gourmand en énergie, quoi. Il ne faut pas rêver. Ça sera jamais. La fracture numérique va aller croissante avec les problèmes de ressources, quoi. Bon, en tout cas, je te remercie parce que là, du coup, la vidéo, elle a pris du temps. Ouais, ça fait du temps, là, ouais. Voilà. Parce qu'on a fait 2 × 16 plus. Bon, bah écoute, je monte tout ça proprement. Et voilà, je te remercie. C'est une vidéo qui peut intéresser les gens. Et puis, n'hésitez pas, ceux qui regarderont la vidéo, à faire des commentaires, hein, parce que je sais que ça pourra faire éveiller des réflexions. Voilà. Merci, Jim. À bientôt, Eric. Ciao. Ciao.